Bonsoir à tous. Alors c'est moi qui ouvre le bal avec Dadoclem, donc une maison d'édition bordelaise consacrée à la jeunesse. Je vais vous parler de 2 titres et de 3 couvertures. La première partie, c'est en fait c'est un livre Cherche et trouve, un album, mais pour lequel on propose 2 couvertures pour s'amuser, parce que c'est un livre-jeu et qu'on voulait pousser le jeu jusqu'au bout et on voulait justement que nos petits lecteurs puissent choisir soit une couverture un peu patrimoniale. C'est comme ça que j'avais conçu au départ. Je me suis rendu compte après que peut-être c'était un peu trop fille. Donc, j'ai demandé à l'illustratrice de faire une autre proposition, sans que ça soit forcément très garçon, mais voilà, on a mis les différents personnages du livre. De quoi s'agit-il? C'est un cherche et trouve sur les anachronismes. Donc, il y a une quarantaine d'objets qui se sont trompés d'époque et qu'il faut trouver. Voilà, donc on a une petite enquête, un petit texte, comme vous pouvez voir ici, un petit texte introduit chaque période. Donc on commence à la préhistoire et on termine à notre époque. Voilà, donc il y a aussi des façons de traiter le sujet à notre époque. Donc voilà, vous voyez, les textes sont courts, on les invite, on plante le décor et on les invite à chercher 1, 2 ou 3 objets qui se trouvent dans la page. Voilà. Il y a, bien sûr, il y a des réponses à la fin qui sont des réponses. Ce ne sont pas des cours d'histoire. On essaye d'amuser les enfants, donc c'est assez bref, 5 ou 6 lignes maximum par objet. On parle de l'histoire, de l'objet, des inventions des humains. On essaye de montrer aussi que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai dans quelques années. Donc on relativise aussi les connaissances qui sont acquises aujourd'hui, mais qui peuvent bouger grâce à la science. Voilà, on essaye de montrer un petit peu ces différents processus. Par exemple, on a un tableau avec un petit tableau dans le tableau avec une fusée, et on montre aux enfants que l'idée de la fusée a été conçue par un physicien à un moment donné, mais les connaissances en physique n'étaient pas suffisantes pour aller jusqu'à la fabrication d'une fusée, et c'est quelqu'un d'autre qui a fait une fusée quelques décennies plus tard. Donc on montre aussi que les inventions humaines sont un long processus et que tout n'est pas forcément immédiat. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a voulu jouer avec. On a conçu ce livre parce que l'intérieur est totalement identique, bien sûr, vous avez compris. C'est une distraction familiale. Il y en a pour tous les âges. Moi, je dis en général que c'est à partir de 7 ans, mais il y a aussi des va-et-vient entre les explications et des moments où on demande aux utilisateurs, enfin aux lecteurs, de retourner sur la page et de chercher quelque chose d'autre qui n'est pas forcément lié à l'histoire. Donc il y a vraiment des éléments pour toute la famille, pour s'amuser. Oui, voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le cherche et trouve. C'est le deuxième cherche et trouve chez Dadoclem. Et il se trouve que celui-ci a été fait à 4 mains, écrit à 4 mains par moi et ma fille. Voilà. Donc c'est un projet de longue haleine. On a travaillé longtemps pour recouper les documents, pour surtout écrire de façon agréable pour les enfants. Voilà, c'était surtout cette partie-là qui était, et les recherches bien sûr, le choix des objets, etc. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est celui-ci. Oui, juste un instant, le Cache-Cache avec l'histoire est sorti officiellement hier en librairie. Voilà, donc c'est tout frais. Celui-ci sortira vers la mi-octobre en librairie. C'est tout à fait autre chose. C'est un roman. Voilà, c'est celui-ci. C'est un roman, donc une dystopie, qui est écrit par Yayo, qui a déjà publié plusieurs ouvrages chez nous. Donc vous pourrez les voir tout à l'heure sur la table de présentation. De quoi s'agit-il? C'est un roman qui parle des humains augmentés, qui parle de l'univers, mais qui parle aussi de violence, de la nécessité de nuancer sa pensée, du harcèlement vis-à-vis des élèves, harcèlement vis-à-vis des enseignants aussi. Voilà, donc c'est quelque chose qui est tout à fait en résonance avec notre époque, mais qui est vraiment fait, qui est écrit pour les adolescents. Moi, je pense que c'est à partir de 12 ans. Après, chacun sait
en fonction des enfants qu'il a autour de soi. Donc l'histoire, c'est brièvement, la planète Terre est devenue irrespirable. Les derniers terriens, oui, je fais très vite. Les derniers terriens doivent quitter la Terre et ils ont le choix entre deux planètes qui sont déjà peuplées depuis quelques siècles par tous les autres terriens. Donc là, ce sont vraiment les derniers qui partent. Et en fait, il y a Pax et Viloc. Viloc, c'est une planète où règne la terreur, la force physique, la violence. Et Pax, c'est la paix, mais la paix à tout prix, avec la soumission, la résignation, etc. Donc deux extrêmes qui ne sont bons pour personne. Et là, jaillit Jarel, le héros, et qui réclame une pensée nuancée et qui se bat pour avoir autre chose dans sa vie. Et donc, il lui arrive plein de choses. C'est un peu raconté comme un journal, mais en même temps, il y a énormément de dialogue, énormément d'action, voilà. Et bien sûr, une histoire d'amour. Voilà, c'est normal. Voilà, donc j'arrête là et je vous invite tout à l'heure à venir feuilleter les livres que je vous ai présentés et puis les autres aussi de ces mêmes auteurs. Merci. Le vent souffle, sa violente liberté m'appelle. Le vent parle et je l'écoute parler. J'écoute sa voix apportée par la marée. Au-dessus de moi s'étend un ciel noir immense et j'avance sur les flots portés par l'eau. Comme le chant hawaïen du cumulolipo l'affirme, tout commence la nuit. Donc je vais me présenter parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Delphine Rieux, je suis la fondatrice des éditions Edola. Je fais de la littérature graphique, c'est-à-dire de la bande dessinée et du livre illustré pour tout public. Je sors peu d'ouvrages, 3-4 livres par an, pour ne pas participer à la surproduction et puis parce que je suis les ouvrages sur le long terme, donc je fais aussi des lectures musicales, des animations, des expositions, des fiches pédagogiques qu'on peut retrouver sur notre site internet. Et je dis souvent que c'est une maison d'édition pour lecteurs curieux. Donc première chose qu'on peut voir avec première curiosité sur nos ouvrages, c'est qu'il n'y a pas de titre sur la couverture, puisque le titre est en 4e de couverture. Cette collection, donc la collection Aide que je vous présente ce soir, ce sont des contes, et des contes initiatiques, fantastiques, poétiques, musicaux. Donc, hop là, je vais trouver la page. Donc, il est en français sur page claire, en anglais sur page sombre, et on a des QR codes. Il y a 3 morceaux par ouvrage. Les contes ont été écrits, sont des contes originaux qui ont été écrits pour la collection, et les musiques aussi. Les 3 morceaux, les 3 chansons sont écrites pour nos histoires. Dans Hawaii au goût de sel, où je vous ai lu les premières lignes, il y a aussi toute la lecture musicale contée avec tout l'habillage sonore qui est magnifique. Et donc ce sont aussi des ouvrages illustrés, donc avec plein d'illustrations. De toute façon, vous pourrez les voir là-haut pour les feuilleter. Donc on peut dire que ce sont des livres multimédia, mais moi je parle de livres-objets qui convoquent les arts dans un rituel hors des pages du livre pour une immersion totale du lecteur, pour être immergé dans un univers envoûtant. Donc comme vous avez pu le voir avec les premières lignes de Hawaii au goût de sel, c'est plutôt des ouvrages pour ados-adultes, parce que le texte est assez exigeant, il y a pas mal d'implicites aussi dans les textes. Après, ça peut être lu à des enfants si on les accompagne. Nous, quand on fait des lectures musicales, quand il y a des enfants, il n'y a aucun souci, ils sont totalement happés par les histoires, mais voilà, il faut les accompagner. Le dernier qui est sorti est donc... C'est celui-ci. Donc c'est celui-ci dont je vais vous parler ce soir. C'est Prelude of a Queen. Donc c'est l'histoire d'Hugo, un enfant né différent par un après-midi d'arc-en-ciel. Et du duvet pousse sur sa peau. Et pour pas qu'on se moque de lui, sa mère va lui arracher. Mais le duvet va devenir des plumes, et plus elle va les arracher, plus ça va être douloureux. Et plus son corps va se couvrir de croûte. Donc on va quand même finir par se moquer de lui. Et Hugo va
va dépérir, il n'est plus lui-même. Donc ils vont, devant la douleur, l'enfant et la mère vont finir par accepter sa différence et laisser ses belles plumes pousser. Et donc Hugo va devenir un bel homme oiseau, mais on va comprendre un peu en sous-titre qu'il deviendra une magnifique drag queen. Donc c'est un ouvrage sur la diversité, l'acceptation de soi et la différence. On a des lectures musicales sur les 3 ouvrages, avec ou sans musique live, ça dépend des ouvrages et ça dépend des formules. Sur Prelude of a Queen, c'est une drag queen qui fait la lecture. On a une projection des images animées, il y a des lip-sync pour les chansons, il y a un reveal au niveau du costume aussi. Et voilà, c'est une très belle histoire très tendre qui marche très bien en lecture musicale. Alors je sais que ce sont des ouvrages qui sont difficiles à classer dans les rayons, c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter ça ce soir. Voilà, j'essaie de sortir du carcan et il ne faut pas avoir peur de proposer de nouvelles expériences aux lecteurs. Donc j'espère que vous saurez aussi proposer ce genre d'ouvrage. Donc pour finir, puisque j'ai commencé avec les premières lignes d'Hawaii au goût de sel, je vais finir avec les dernières lignes de Prelude of a Queen. Au collège, on ne le reconnaît pas. Pourtant, Yael n'a jamais été autant lui. Lisa accourt et lui montre du doigt son nouvel ami, un adolescent au plumage bleu et à la coiffe argentée. Yael ressemble à une chanteuse en strass et sequin, mais aussi à un beau garçon d'opéra rock. Toutes deux, encouragées par Lisa, s'élancent alors vers le centre de la cour et sous le regard médusé des autres, Yael se suspendent aux arbres, se mettent à chanter, à danser, offrent le spectacle de l'année. Tout le collège se met à les acclamer. Ces hommes oiseaux sont des poèmes, et elle invente un nouveau monde, de fêtes, de rêves, de paillettes. Ces femmes d'or et d'écailles font surgir la beauté, naître des plumes partout, sur les paupières, le visage, les doigts. Et elles sont belles, et elles sont reines. Elles sont roses comme des ciels, bleues comme des queens dans la lumière du printemps. Merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais vous présenter à peu près un ouvrage de chacune des collections du Verger des Hespérides, qui est une maison d'édition qui est arrivée dans cette région, ça fait un peu plus de 3 ans. Sinon, la maison d'édition elle-même fêtera ses 20 ans en 2026. Donc, on n'est donc pas vraiment connu chez vous. Donc, première collection... Humaniste en verve, donc le fameux Thibaut, moi Thibaut, 11 ans, 5 mois. Cette collection, en fait, traite toujours c'est toujours des petits romans, ça s'adresse à un public de 7 ans à peu près à 14 ans selon l'ouvrage, et qui traite de problématiques du monde contemporain. Par exemple, celui-là, c'est le journal de bord, vous le verrez tout à l'heure, d'un enfant autiste, donc c'est son point de vue à travers toutes les situations qu'il peut rencontrer, et ça permet de comprendre que sa vision du monde est complètement différente de la nôtre. Après, vous avez la deuxième collection qui s'appelle Du coq à l'âme, donc il y a la signalétique, on va dire rouge. Et donc ça, c'est toujours un clin d'œil au monde de l'enfance ou un monde en voie de disparition. Alors celui qui concerne les 12 travaux de Jean Fil-de-Fer, bien sûr, c'est un gros clin d'œil aux travaux d'Hercule. Donc le héros, en fait, va faire une espèce de petite bêtise et ses copains de collège vont lui demander de réaliser 12 travaux qui sont exactement ceux d'Hercule, mais transposés dans le monde de maintenant. Donc c'est un gros clin d'œil par rapport à ceux-ci. Une troisième collection... Aventure à remonter le temps. Alors, Aventure à remonter le temps, c'est une autre façon de voir l'histoire. Parce que où c'est dans le monde contemporain des enfants de maintenant qui vont se retrouver dans une autre période historique, à travers des circonstances bien spéciales, ou alors, comme Haïkan, c'est la situation de départ qui va faire que Haïkan va être obligé, pour trouver le bon remède par rapport à l'accident qui va donc se produire avec son père, en fait, d'aller voir tous les chefs de toutes les mythologies. Et c'est donc seulement après qu'il aura la révélation du bon remède. Donc, façon, là, dans cette collection-là, pour cet ouvrage, de faire une rencontre de toutes les mythologies.
La 4e collection, voilà, il n'y a pas de représentant, donc ça s'appelle Patrimoine oral et c'est à chaque fois des contes collectés. Donc c'est comme un état des lieux contemporain des contes de partout. Donc on en a maintenant presque 30 ouvrages de plein d'endroits, de contes qu'on ne connaît pas forcément. Celui-ci qui est le dernier conte de lusophonie, ce sont donc des contes du Brésil et du Portugal. Dérivé de cette collection, vous avez par exemple là, la poule qui a cru que le ciel lui était tombé sur la tête. Donc ça, c'est un conte portugais. Et la particularité de cette collection, c'est à chaque fois, on a la langue du conte en plus du français et une partie audio, un CD parce que j'y tiens, parce que les gamins, ils sont autonomes et c'est mieux qu'un écran. Et bien sûr, le fichu QR code, puisque on ne peut pas y couper, donc pour pouvoir écouter donc les 2 versions à chaque fois d'un langue. Donc on en a du Sri Lanka, on en a de plein de pays, c'est des contes en général qu'on ne connaît pas. Et pour terminer, toujours à partir de cette collection, là on a le Prince Serpent y figure. Donc c'est comme une BD sans parole et il faut réussir à se raconter l'histoire rien qu'en feuilletant les pages. Et donc le Prince Serpent, il existe en version comme la poule qui a cru que le ciel lui était tombé sur la tête. Au départ, c'est un conte danois. Voilà. Et puis, pour vous montrer la diversité de cette collection, par exemple, vous pourrez regarder, là on a Georges, le voyage sans retour. C'est en fait quelqu'un qui va être condamné au bagne. Donc c'est une histoire vraie parce que l'auteur en fait est l'arrière-petite-fille de ce gars-là. Et les documents qu'on peut voir, c'est des facsimilés. Il y a son carnet de punition, il y a tout le trajet. Donc c'est un livre animé donc qui raconte l'histoire de la grande histoire à travers une petite histoire, si on peut se permettre de dire ça. Et pour faire connaissance avec nous, dans les sachets que vous avez pris, normalement, vous retrouverez ça. Donc, c'est comme les soirées d'hiver vont arriver, il va falloir les occuper. Donc, vous aurez à chaque fois, il y a un extrait de conte, il va falloir inventer la fin du conte, mais ça peut servir aussi dans les bibliothèques. Et vous aurez un coloriage style mandala, parce que ça demande quand même d'être très soigneux. Et en même temps, c'est séparé en trois parties, vous aurez une figurine à retrouver dans chaque illustration. Donc voilà à peu près le panel des collections et de ce qu'on peut faire. Et je suis là pour que vous puissiez regarder les ouvrages, parce que je pense qu'il y a très peu parmi vous qui connaissent le Verger des Hespérides. Levez voir le doigt juste comme ça, pour moi, là. Qui connaît le Verger des Hespérides ? Oh non, Chloé, c'est de la triche, ça. Ouais, toi aussi. Non. Donc, vous voyez, surtout, n'hésitez pas à nous connaître et puis à nous faire connaître. Merci. Bruno Courtet, fondateur, directeur éditorial des éditions du Muscadier. Le Muscadier, c'est une maison d'édition basée à Cognac, en Charente, que j'ai donc fondée en 2012, qui est distribuée par Sodis Gallimard. Je dis ça pour les libraires s'il y en a dans la salle. Notre politique éditoriale, on publie principalement des fictions à destination des préados, ados et jeunes adultes de 8 à 18 ans et puis plus âgés également. On se définit comme éditeur engagé, donc on aborde des sujets des questions de société, discrimination, handicap, harcèlement, écologie. Enfin voilà, on a tout un panel. On a une centaine de titres au catalogue. Et on essaye de survivre comme la plupart des éditeurs. Là, je vais vous présenter 3 ouvrages qui sont des nouveautés. Debout et de cendres est paru au mois d'août dernier. C'est un livre, c'est la première fois que ça m'arrive, qui était en rupture le jour même de sa parution. J'avais pas prévu un tirage assez élevé. Et puis l'autrice, j'avais oublié que l'autrice commence à être assez connue. Amélie Antoine, c'est une autrice du nord de la France qui a publié beaucoup de romans chez XO, chez Michel Lafon, et qui commence à avoir un certain succès en jeunesse également. Donc c'est l'histoire, on est en 1985 en Colombie, on est à Armero, une petite ville colombienne qui est située proche d'un volcan, le Nevado del Ruiz, qui entre en éruption. En novembre 85, toutes les télévisions du monde ont montré le visage de Homera Sánchez, qui était une jeune adolescente de 13 ans qui a été prise au piège des décombres de sa maison, de la boue et des cendres qui ont fait suite à l'éruption. Et pendant 3 jours,
elle va essayer de survivre. Et c'est l'histoire d'Omera Sanchez que raconte ce livre. Alors, Amélie la raconte avec énormément d'émotion. On la suit, on suit les différentes, les sauveteurs qui vont essayer de la sortir, etc. Et malheureusement, ça va pas bien se terminer. C'est un livre qui a été publié avec le partenariat du Prix des Incos. Il a été écrit en partenariat avec des élèves de 5e, 4e, 3e. Donc, c'est le public tout à fait adapté pour ce type d'ouvrage. Il va traiter, entre autres, du rôle des médias, puisque en fait, cette fameuse photo d'Omera qui a été diffusée sur tous les médias, la question, le photographe français Franck Fournier qui a pris la photo, a reçu le prix World Press Photo en 1986 pour cette photo. Et la question, c'est évidemment, est-ce que c'est le rôle des médias de publier ce genre de choses? Je sais que c'est une thématique qui fait partie du programme des collèges, donc c'est un ouvrage qui peut aborder ce sujet-là. Le suivant, c'est Very Bad Romance. Alors là, on est, j'imagine que la plupart d'entre vous ont entendu parler du phénomène des dark romances, qui sont donc des romances dark, si je veux être clair. En fait, c'est des romans, si vous voulez, qui mettent en avant, qui prônent les valeurs du patriarcat, du masculinisme, qui parlent de relations toxiques hommes-femmes. Et le problème avec ça, c'est que les jeunes lectrices lisent ce genre de romans de plus en plus jeunes, et beaucoup d'adultes se posent des questions parce que souvent c'est lu en dehors de la vigilance des parents. Et donc nous, on s'est dit, on a reçu ce manuscrit de Mabrouk Rachedi, qui est un auteur de plus en plus connu lui aussi, et on s'est dit c'est une magnifique occasion d'aborder le sujet sans moralisation, sans jugement, mais simplement pour ouvrir le dialogue entre les ados qui lisent des dark romances et les adultes qui s'inquiètent, les parents, les profs, les médiathécaires, les libraires aussi, bien sûr. Le livre met en scène 3 jeunes filles, 2 de 16 ans, une de 14 ans. Celle de 16 ans qu'on va suivre du début à la fin, Angèle, elle navigue entre 2 eaux. C'est une élève qui est en difficulté scolaire, qui n'est pas très bien dans sa peau. Et elle va rencontrer Bradley, un bad boy tatoué, exactement comme dans la romance qu'elle est en train de lire, qui s'appelle Possédé, qui est écrite par Lara Niven. C'est, si jamais vous voyez une similitude avec un certain livre qui s'appelle Captive, qui a été écrit par Sahari Vance, c'est parfaitement fortuit, évidemment. On a des extraits de Possédé dans le livre qui permet de voir un peu à quoi ressemblent les dark romances. Et donc, c'est un livre qui est à la fois drôle et très, très précieux pour les jeunes. Je ne vais pas aborder, parce que j'ai déjà assez parlé. Le 3e roman, on l'a reçu aujourd'hui, donc je l'ai là, vous pourrez venir le voir si vous voulez. C'est un roman qui met en scène Lounès, qui a 12 ans et qui rentre de Syrie, où il est né, en France. Vous avez sûrement entendu dans les actualités des enfants qui étaient enfants de parents qui étaient partis faire le djihad en Syrie. Et voilà, donc ce garçon rentre dans un petit village chez son grand-père, et c'est la façon dont il va être accueilli, avec des parents qu'on traite de terroristes, et lui qui probablement a été embrigadé. C'est tout ce qu'il ressent et tout le regard de la société sur lui. C'est un roman qui est écrit par Louis Atangana, qui est un auteur qui a eu énormément de succès il y a une dizaine d'années avec des romans jeunesse, et c'est vraiment très bien écrit. Voilà. Bonjour, Isabelle Corfias des éditions La Vozelle. La Vozelle, je vais faire comme Danica. Qui connaît La Vozelle? Ah, je suis ravie. Je suis ravie. Merci. Eh bien, La Vozelle est une maison d'édition qui a 190 ans. Pas trop de rides. Ça va. Et qui a 2 lignes éditoriales aujourd'hui qui sont distinctes sur le cheval d'équitation, comme vous pouvez le voir, et aussi sur la défense et tous les récits militaires d'écrivains combattants ou ex-combattants. Voilà, donc il y a 190 ans en arrière, les militaires étaient à cheval. C'est pour ça que il y a ces parallèles aujourd'hui qui se rejoignent plus tellement, à part à la garde républicaine.
Alors, concernant la jeunesse, sur la défense, on a, c'est pas noté là, mais j'y pense, Sauve-toi Roger, qui a été écrit par des collégiens et qui a été sur la demande du Mémorium de Oradour-sur-Glane. Donc, c'est un livre qui fait partie des meilleures ventes de la jeunesse, le seul qu'on ait du côté histoire, patrimoine, militaire, défense. Voilà. Sinon, de l'autre côté, des choses plus rigolotes que Oradour-sur-Glane. On a travaillé avec une ancienne professeure des écoles qui a été professeur des écoles pendant 20 ans, qui est cavalière et qui a eu l'idée d'allier sa passion à l'école et notamment aux révisions des maths, du français, de l'histoire, de la géographie, un peu d'anglais, et qui du coup a travaillé d'abord sur les primaires, puisqu'elle avait été sollicitée par la Fédération française d'équitation pour la convention poney école avec les écoles primaires, où certains enseignants font des sorties dans les centres équestres. Voilà. Ce projet avec la FFE n'a jamais abouti, et désespérée, elle est venue vers nous, puisque on a cette ligne éditoriale concernant l'équitation. Et moi, j'ai trouvé le projet extraordinaire. Et c'était une idée formidable. Et donc, du coup, banco, on a mis 2 ans à le sortir. C'est sorti l'année dernière. On a vendu 6000 exemplaires en 1 an. Et voilà, quand les révisions riment avec passion, à cheval sur les révisions. Voilà. Donc, c'est un livre qu'on vend... ce sont des cahiers d'activité qu'on vend le plus en été, mais en réalité, le programme du CE2 est le programme du CE2. Donc, ça veut dire que c'est pas le passage vers, c'est vraiment le programme du CE2 qu'on retrouve dans le livre. Donc, c'est vraiment un cahier de révision de soutien pour toute l'année. Voilà. D'autre part, on a fait préparation pour champion en herbe. Alors, vous allez me dire, toujours sous le principe, le contexte de l'équitation, mais ça touche un peu tout le monde, puisque qui n'a jamais été angoissé avant un examen, qui ne stresse pas avant une présentation devant tout le monde. Bref, comme j'ai lu les 3 tomes, je suis très à l'aise et mes pensées négatives, je les ai chassées pour vous en parler. Donc voilà, on a fait ces 3 tomes parus en 2024. Voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour un accompagnement face à ces émotions. Et puis, on n'est pas obligé d'être cavalier, cavalière pour le lire. Donc, ce sont des livres illustrés. Voilà. Pour vous dire, c'est pas... Il n'y a pas trop de texte, mais suffisamment. C'est assez drôle, c'est finement fait. Alors, ces deux autrices sont des autrices girondines. L'une habite Goriaguet et l'autre habite Castres-sur-Gironde, pour information. Voilà. La 3e chose que je vous propose aujourd'hui, c'est À Califourchon. C'est la première BD que l'on fait. Et cette BD, elle est... je regarde Chloé pour ne pas dépasser mon temps. 70 pages. Donc, c'est une grande BD. Enfin, voilà, c'est très coloré. Et ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une jument de dressage qui se... qui se retrouve... elle est à Paris et elle se retrouve dans la province angevine. Et là, c'est le drame parce qu'il y a des insectes, il y a du bruit, elle n'est plus dans un box, on s'occupe plus d'elle, c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Voilà. Juste une dernière chose, on est en autodiffusion, beaucoup. On imprime en France et merci de votre écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Hervé Chopin, fondateur de la maison éponyme dont on a fêté les 30 ans
l'année dernière. On a, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a 2 gros axes. On a un axe littérature, et là je viens plutôt vous parler de la partie illustrée. Et je vais commencer non pas par ce qui est à gauche, mais par ce qui est là. Notre collection Images d'antan, qui compte aujourd'hui 130 titres. Ce sont des grands albums en format 24-32 que vous pourrez voir sur les tables, et qui reproduisent des centaines de cartes postales anciennes d'une ville, d'une région ou d'un sujet. Dans les nouveautés qu'on a cette année, le Lot-et-Garonne pour la région, l'aviation et les paysans, qui sont 2 nouveautés nationales, puisqu'on fait également des livres un peu transversaux. On a les montagnards, on a les vieux métiers, etc. Donc là, l'aviation et les paysans, on a mis l'aviation parce que Bordeaux est une ville qui a une histoire d'amour avec l'aviation. Et puis, dans cette collection, sur la région, on a Bordeaux, la Corrèze, les Landes, la Gironde, le bassin d'Arcachon, etc. Donc, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous aurez forcément un livre de cette collection qui peut vous intéresser. Ce qui est intéressant, c'est que 80% de l'activité est sur le fond. Je le dis pour les libraires, parce qu'il y a des livres qui ont 20 ans et qui se vendent toujours à 500, 600, 700 exemplaires par an. Donc, ce sont des livres qui ont un avantage, c'est que le média utilisé date des années 1900, donc ils vieillissent pas beaucoup, et ils intéressent à la fois les clients des librairies, mais aussi les visiteurs des bibliothèques. Voilà, dans notre collection La Merveilleuse Histoire, qu'on a lancée il y a 4 ans maintenant, on vient de sortir la Merveilleuse Histoire de Bordeaux par Agathe Rivière-Corps. Agathe est une guide touristique qui travaille avec l'Office du tourisme de Bordeaux et qui a été longtemps présidente des guides de la Nouvelle-Aquitaine. Elle connaît donc bien la région. Le principe de cette collection, qui est en format poche, qui est paru la semaine dernière, le principe de cette collection, c'est de réenchanter un peu l'histoire. Ce sont des petits livres qui font 112 pages, qui sont illustrés avec humour et délicatesse. C'est écrit d'ailleurs. Et voilà, c'est à la fois la grande histoire et la petite histoire, parce qu'on ne raconte pas l'histoire d'une ville qui a 2000 ans en 112 pages, mais c'est de pouvoir picorer, c'est d'avoir des encadrés, c'est d'avoir des portraits des 3e. C'est un petit livre cadeau sympa, clin d'œil, à 14,50 € parce qu'il faut aussi parler d'argent. Et dans la collection Monuments historiques, c'est une collection qu'on a initiée avec la Direction régionale des affaires culturelles, avec la conservation régionale des monuments historiques de Nouvelle-Aquitaine. On a ouvert maintenant à d'autres régions, notamment les Hauts-de-France et les Outre-mer. Mais on a déjà sur cette collection la Charente, la Charente-Maritime, la Vienne, les Deux-Sèvres. Là, on publie Monuments historiques des Landes. Le concept, c'est d'avoir un inventaire complet de tous les monuments qui soient inscrits ou classés par département. Et on sélectionne avec les conservateurs entre 50 et 60 monuments qui sont traités en double page, avec une vraie explication un peu riche et complète. Et à la fin, il y a un inventaire qui est illustré avec l'exhaustivité de tous les monuments. Et il est à souligner que les textes sont rédigés par les conservateurs eux-mêmes, ce qui garantit une certaine... Et souvent, ce sont ceux qui ont instruit les dossiers d'inscription ou de classement qui rédigent. Donc ça garantit un certain sérieux. Et les photos sont réalisées exclusivement pour les livres. Donc ce ne sont pas des photos d'agence qui ont 10 ans, ce sont des photos qui ont été faites généralement à moins de 12 mois. Et le dernier, c'est la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême, qui a été un petit peu long je dirais que c'était plus l'Arlésienne que l'Angoumoisine. Ça a été un petit peu long, mais la cathédrale a eu une très grosse rénovation. Et donc, là aussi, avec les services de la DRAC et avec le pays d'arrêt d'histoire du Grand Angoulême, on a réalisé ce livre qui fait un peu plus de 200 pages pour raconter à la fois l'histoire de la cathédrale, mais aussi toute sa rénovation. Et puis la mise en valeur du trésor, pour ceux qui connaissent, le trésor qui a été mis en valeur par Jean-Michel Ottoniel. Et si vous ne l'avez jamais vu, il faut absolument y aller parce que la mise en valeur est très belle. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu plus canalisé là sur Angoulême et sa région, mais il y a un lectorat, je dirais, pour le patrimoine religieux. Et c'est aussi à ce lectorat que ce livre s'adresse. Voilà, j'en ai terminé, je passe là. Et on m'a même pas fait les gros yeux pour le temps. Bonsoir, donc moi je suis Sophie Gallo-Selva des éditions Les Petites Moustaches. Donc Les Petites Moustaches, c'est une maison d'édition jeunesse,
Donc jeunesse, ado et plus avec la collection Les Petites Histoires de la mode qui, même si elle a été créée pour les jeunes adolescents, en fait, intéresse plutôt les adultes. Donc on voyage aussi dans cet univers-là. Je vais commencer par Christian Dior, qui est le dernier titre paru dans cette collection. Il y en a c'est le 8e, il y en a un 9e en préparation pour 2026. Donc pour ceux qui connaissent pas la collection, c'est une collection Les Petites Moustaches éditions, en fait, j'ai oublié de dire, ou je sais plus si je l'ai dit ou pas d'ailleurs, mais bon bref, ce sont des romans, donc on est parti, y compris pour faire une espèce de documentaire, on est parti d'un petit roman sur l'enfance des grands couturiers. C'est un petit roman qui raconte une histoire, bien sûr, qui part de faits établis, mais qui est aussi fictif parce qu'on n'a pas toujours beaucoup d'éléments. Voilà. Une deuxième partie de ce livre, c'est une biographie sous forme de questions-réponses pour balayer les grands événements de la vie professionnelle et personnelle du personnage dont on parle. Et à la fin, il y a un abécédaire de silhouettes de mode à l'aquarelle qui sont inspirés par des dessins ou des photographies d'époque et qui sont recréées par nos illustratrices. On a 2 illustratrices qui travaillent sur cette collection-là. Voilà, je vous invite à venir à la fin voir le livre, parce que je ne vais pas vous montrer les illustrations, vous ne verriez pas grand-chose. Le format du livre étant celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais passer à la collection 22h24 avec Monsieur William et Sarah Band, qui est une nouvelle collection et qui est une collection pour les 15 ans et plus. Donc, c'est une grande nouveauté pour nous aussi de viser ce public-là, puisqu'on est plutôt d'habitude en dessous de 15 ans. Et là, c'est une collection qui part d'un fait un peu personnel, puisque j'habite dans une vieille maison à Bordeaux depuis 8 ans et depuis le premier soir, j'entends la porte craquer à 22h24 systématiquement. Voilà. Donc c'est devenu une histoire qu'on se raconte en fin de soirée, une fois que les enfants sont couchés. Et puis petit à petit, j'en ai parlé à mes auteurs qui s'en sont saisis et qui l'ont amené chacun dans leur univers. Donc Sarah Band, ça se passe dans l'univers de l'Opéra de Paris, de la danse. C'est écrit par Martine Planels, qui est une ancienne journaliste spécialiste de la danseuse romantique du XXe siècle et qui connaît l'opéra comme sa poche. C'est elle également qui a écrit Le Petit Chien et la danseuse, dont je vous parlerai ensuite. Et Monsieur William, qui a été traité un peu comme le Horla par un écrivain qui a toujours refusé d'écrire pour la jeunesse et qui, quand je lui ai raconté cette histoire-là autour d'un dîner, m'a appelé 2 heures plus tard en me disant « Si tu es d'accord, j'ai déjà une histoire. » Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est aussi grâce à lui ou à cause de lui, je ne sais pas trop, qu'on est parti sur un public, un lectorat de plus de 15 ans, en fait. Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui entend cette porte craquer et ça va créer une angoisse chez lui qui va monter, jusqu'à, je ne vous dis pas, voilà, si vous voulez savoir, il faudra le lire. Mais en tout cas, c'est assez prenant. Voilà. Donc, comme on parlait de Martine Planels, je vais revenir sur un autre titre qu'on a sorti avec elle en même temps, qui s'appelle Le Petit Chien et la danseuse, qui est un roman qu'elle m'avait envoyé il y a très très longtemps, que je n'avais pas encore décidé de faire paraître et voilà, en 2024 j'étais prête, donc on l'a fait, et qui raconte l'histoire d'une danseuse étoile qui va rencontrer à la sortie d'un spectacle un soir un petit chien qui s'est échappé de chez lui parce qu'il n'est pas très heureux. Donc c'est un coup de foudre d'amitié, Amélie Malo, danseuse, qui va nous amener dans les coulisses, sur scène, à l'opéra. Enfin, on va vraiment passer beaucoup de temps dans l'Opéra de Paris. Voilà, et où on va rencontrer aussi d'autres chiens, parce que, alors, histoire vraie, a priori, chaque grande danseuse de l'opéra aurait un chien qu'elle amènerait à l'opéra tous les jours. Donc voilà, vous imaginez ce que ça peut donner, c'est ce qu'on raconte dans ce livre. C'est assez marrant et assez sympa. Voilà. Et puis Griff, c'est un livre qui va sortir début octobre, qui vient juste d'arriver de chez l'imprimeur. Et j'ai même pas eu le temps d'aller le chercher, donc je pourrais pas vous le montrer, mais c'est un roman, là pour le coup, pour les collégiens, collégiennes, à partir de 12-13 ans, sur le harcèlement. Donc Griff, c'est une jolie jeune fille rousse avec des taches de rousseur un petit peu partout,
qui a un peu de mal à s'intégrer, à se faire des amis. Et un jour, elle va découvrir qu'une photographie de son dos dénudé et couvert d'éphélides fait le tour du collège. Donc voilà, d'où le harcèlement. Et elle va réussir à s'en sortir grâce à un nouvel élève qui a lui aussi une particularité physique. Et qui va lui proposer un projet artistique justement pour sortir de cette situation toxique. Et il faut que je m'arrête, j'ai trop parlé. Voilà, merci. Voilà, alors je vais vous parler d'abord. Alors, Passiflore est à Dax, dans les Landes, et ne fait de la jeunesse et des livres illustrés, des livres illustrés tout public, mais de la jeunesse que la jeunesse régionale. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Dino, le chameau écolo. Je mets le micro pas loin. Donc Dino est un chameau qui habite à Léon, près de Moliette, entre Léon et Moliette. Et il vit dans une ferme et avec son chamelier, il parcourt les plages landaises et girondines pour ramasser des déchets. Voilà, donc pourquoi on a le titre Dino, le chameau écolo. L'illustratrice Sophie Chaussat des Bordelaises. Elle anime des ateliers de dessin. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de 2 ouvrages. La fête au village et Ironda, reine des arènes. Ce sont des ouvrages sur la course landaise et les fêtes en Gascogne. Donc le premier, ça ce sont des bandes dessinées. Voilà quelques. Alors ces livres sont en exposition, vous pouvez les feuilleter. Ils sont en libre exposition sur la table. Ça c'est l'histoire ça explique ce qu'est la course landaise. C'est-à-dire que la naissance de la petite vache dans un élevage et son retour dans l'élevage une fois qu'elle a fait sa vie, qu'elle a affronté des hommes qui lui ont soit esquivé, soit qui ont sauté par-dessus. Voilà. Donc il n'y a aucune violence animale et elle revient vivre dans l'élevage. Voilà, à la fin il y a un petit glossaire parce qu'il y a quelques termes de gascon. Voilà, l'illustrateur de cet ouvrage nous a produit 2 livres de gags. Gags sur ce qui peut se passer dans des fêtes en Gascogne, entre les villageois, les enfants, la fête. Alors évidemment, les vaches et la course landaise sont très présentes. C'est très drôle. Voilà, la grand-mère, le grand-père et le petit garçon qui vient en vacances chez ses grands-parents et qui se retrouve au milieu de cette ambiance. Voilà. Ensuite, je vais évoquer 2 ouvrages sur le rugby. Ça, c'est un livre dont les auteurs vont participer à une... C'est un livre illustré, en fait. C'est pas une bande dessinée. C'est un format bande dessinée, mais c'est un livre illustré. 2 auteurs girondins. L'auteur des textes vit à Bègle, l'auteur des dessins est bibliothécaire à Pugnac. Certains d'entre vous le connaissent, il s'appelle Jean-Michel Lafont. Et l'auteur des textes, Jean-Michel Cormary. Les frères Jean-Michel, 2 barbus. Très vilains. Avec un très sale caractère. Mais en tout cas, ils ont beaucoup de talent. Ils ont produit ce livre qui est l'histoire vraie d'un papa qui a accompagné son petit garçon dans une école de rugby et qui en a fait... le garçon lui-même s'est fait et est devenu espoir et a joué dans des clubs jusqu'en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et le papa est devenu grand-père avec son petit-fils. Voilà, ça c'est une caricature des 2 auteurs réalisée par Jean-Michel Lafont, qui a pour moi vraiment un très grand talent d'illustrateur. C'est plein d'humour et c'est aussi plein de tendresse. Les 2 Jean-Michel sont en dédicace à la librairie solidaire du Secours populaire samedi prochain. Voilà, Bacalan. Ils peuvent aller en dédicace partout. Voilà. Et le dernier que je voudrais présenter, ce n'est pas un livre illustré, mais c'est un livre pour adolescents, adolescentes. C'est l'histoire d'un groupe de filles dans un collège. Alors c'est une histoire qui est tirée de faits réels. Serge Collinet est prof d'éducation physique et sportive.
dans un collège parisien. Il a amené beaucoup de garçons au rugby. Ils ont été canalisés dans leur violence, en particulier, pour la mettre au service d'un sport de combat, dans le respect des autres, de l'arbitrage, dans la solidarité avec les copains. Enfin, ce sont les valeurs du rugby. Et donc, les filles, elles ont voulu faire pareil. Donc, dans le collège dans lequel Serge était professeur, les filles, elles ont dit, pourquoi pas nous ? Elles se sont baptisées conquérantes. Et elles ont tout fait pour créer une équipe de rugby envers et contre tout au départ. Voilà, alors c'est d'actualité, le rugby féminin. Ça peut intéresser les jeunes filles du collège qui ont également, dans cet ouvrage, il est question de harcèlement. Enfin, voilà, c'est la mode, mais il faut en parler. C'est en parlant qu'on évitera peut-être encore, on essaiera d'éviter quelques drames. Le harcèlement, la différence, parce qu'il y a une jeune fille handicapée qui veut effectivement participer à l'épopée et ne peut pas le faire, mais elle va se débrouiller pour leur trouver des sponsors. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc moi, je suis Noémie Monnier, je suis l'éditrice du magazine Baïka, qui est à Montségur, en Gironde. C'est un magazine dont on va fêter les 10 ans à la fin de l'année, qui a été créé dans le 93 à Montreuil il y a 10 ans et qui est en Gironde depuis 4 ans. Donc c'est un trimestriel qui s'adresse aux enfants entre 8 et 12 ans. C'est un magazine qu'on diffuse principalement sur abonnement aux bibliothèques municipales, aux écoles élémentaires et aux collèges. Mais on vend aussi chaque numéro à l'unité, aux bibliothèques et aux écoles aussi, et aux particuliers. Et on les vend comme des livres via notre site internet en direct. Donc la ligne éditoriale, j'espère, est assez évidente. L'idée, c'est d'éduquer les enfants à la diversité culturelle. Donc en fait, chaque numéro de Baïka, donc en vrai, il ressemble à ça. Je vous en ai mis sur la table pour ceux qui veulent des services de presse. C'est à chaque fois une 50aine de pages qui sont conçues comme un guide culturel sur le pays. Donc à l'intérieur, vous verrez, vous pouvez le voir sur les quelques doubles pages qu'il y a là en illustration. Vous avez une dizaine de rubriques différentes avec autant de la fiction que du documentaire, que des recettes de cuisine, que des jeux. Il y a beaucoup de contenus différents. L'idée, pour nous, c'est de présenter une vision la plus riche possible de la culture qu'on met à l'honneur, sachant que bien sûr, en 50 pages, on n'en fera jamais le tour. Mais voilà, les enfants ont de quoi piocher largement dans plein de formats différents. C'est ce qui fait notamment qu'il plaît beaucoup en CDI aux professeurs documentalistes, c'est qu'il y a vraiment plein de formats de textes différents. La base du projet et de cette aventure éditoriale-là, c'était, on voulait, ma collègue et moi, donner la parole aux enfants qui sont en France, qui sont natifs d'autres pays et qui ont voyagé jusqu'ici, qui se sont installés ici avec ou sans leur famille. Et donc, pour chaque Baïka, à chaque fois, on rencontre un ou plusieurs enfants qui sont natifs du pays. Donc parfois, c'est des frères et sœurs, parfois c'est un enfant tout seul. Et on les interviewe sur cette expérience du passage d'une culture à une autre. Donc ça, c'est le contenu central du magazine, vous verrez pour ceux qui les feuilleteront après. Et autour de ce contenu-là, donc les enfants, vous verrez jamais leurs photos à l'intérieur des magazines, on les met jamais par choix. Ils sont illustrés, mais ils se ressemblent vraiment. C'est-à-dire que l'illustratrice les illustre d'après les photos que je lui envoie et c'est vraiment à peu près leur bouille. Autour de ce contenu-là, on a voulu enrichir notre propos en proposant, par exemple, toute une partie sur les mythes et légendes. Donc, vous voyez, par exemple, là-bas, en bas, l'illustration avec les chats, c'est une illustration d'un conte tunisien. Donc, les toutes premières pages de Baïka, après une grande carte illustrée du pays, les premières pages sont toujours dédiées aux mythes et légendes. Donc, avec des textes qu'on va vraiment piocher dans un patrimoine ou un matrimoine du pays et qui sont très rarement disponibles en édition francophone jeunesse. Donc, par exemple, on va proposer une épopée finlandaise, on va proposer des contes indonésiens, on va proposer un des contes qui est les plus connus en Ukraine et que les enfants français connaissent absolument pas, les aventures de Koti Koroshko, pour ceux qui connaissent. On va aller piocher, par exemple, dans le numéro sur la Corée du Sud, c'est l'histoire de la naissance du premier roi de Corée, etc., etc. On travaille avec des artistes du monde entier, des artistes françaises, beaucoup avec des jeunes illustratrices du Master Illustration de Bordeaux-Montaigne, mais aussi avec des illustratrices du monde entier. On travaille nos contenus en partenariat avec les institutions culturelles de chaque pays. Par exemple, le numéro qu'on a fait sur Taïwan, on l'a fait avec le Centre culturel taïwanais de Paris. Tout ça pour vous dire qu'on travaille main dans la main avec des spécialistes de chaque culture qui relisent nos contenus, etc., etc. On propose autour de ce travail-là
beaucoup d'activités d'éducation artistique et culturelle. On anime plus d'une centaine d'ateliers par an en France. Donc moi, j'anime des ateliers en Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, j'en ai fait chez quelques-unes d'entre vous ici. J'ai une collègue qui anime des ateliers en Bretagne et une autre en Île-de-France. Nos ateliers sont aussi pour des enfants entre 8 et 12 ans et vont piocher dans toutes les thématiques qu'on traite dans la revue. Donc, où ça va être des ateliers sur les mythes et légendes, ça va être des ateliers, ça peut être sur l'architecture, sur certains traits culturels particuliers. Par exemple, le mois prochain, j'en fais beaucoup sur le Dia de Muertos au Mexique parce que c'est la saison. C'est des ateliers qu'on anime en bibliothèque, en école élémentaire et en collège. Et on fait aussi des projets à plus long terme avec les enfants sur plusieurs mois où on crée des jours. Par exemple, là, pour la CDC, pour le Libournais, je vais réaliser un journal avec 6 classes de 6 écoles différentes élémentaires autour des pays du Nord. Voilà, par exemple. On fait vraiment beaucoup d'ateliers. C'est pour nous un prolongement de ce qu'on veut faire avec ce projet-là. C'est éduquer les enfants à la diversité culturelle et leur apprendre plein de choses sur des pays sur lesquels ils ne savent vraiment pas grand-chose. Je reviens sur la diffusion. On peut vraiment acheter chaque baïka à l'unité aussi. Je sais qu'on a plein de bibliothécaires qui ont pas la possibilité forcément de prendre un nouvel abonnement à un périodique, mais qui vont piocher pays par pays pour compléter leur fonds géographie. C'est possible aussi, pour les écoles bien entendu également. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je suis Cécile Decauze, je dirige les éditions Il était un bouquin qui ont été fondées en Dordogne en 2012. Donc, jusqu'à présent, on avait un catalogue très large et familial, donc pour tous les âges. Et on a pris une décision récente de se concentrer dans les années à venir sur notre catalogue jeunesse. Donc, on a des albums, des ouvrages de première lecture. On a aussi des séries de polars pour les 9-12 ans, de la BD, de l'ado, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je vous présente les dernières sorties. Alors, on va commencer par la bande dessinée. J'ai eu la chance de rencontrer donc Elaya, qui est une artiste de Dordogne, qui fait des spectacles dans tout le sud-ouest avec ses chiens et qui s'est retrouvée bloquée à cause du Covid. Et donc, elle avait fait l'école du Louvre et elle s'est dit avec une amie, on va profiter de ses talents. Elle a repris des formations artistiques et elle a transformé ses chiens en héros de BD. Donc, le premier tome est sorti en 2023 et donc elle envoie ses chiens en Chine en 2013 sur les traces du Covid. Donc, ils trouvent un espèce de bunker secret magique qui les parachute là-bas. C'est vraiment très anecdotique, c'est-à-dire qu'ils ne mènent pas une enquête ni scientifique ni policière. En fait, ils rencontrent les animaux et les paysages là-bas. Donc, c'est un travail artistique très coloré. Les chiens sont malicieux. Ils sont aussi suivis par un petit escargot qui est là pour ajouter une touche d'humour. Et puis, à la fin de l'aventure, ils reviennent chez eux, bien fatigués, bien reposés. Et quelques mois après, ils repartent pour une nouvelle aventure. Et donc, le tome 2, ils partent à Londres en pleine épidémie de peste noire. Et ils vont aider une héroïne qui est dans un... Je ne sais pas si on la voit très bien, mais elle est dans un fauteuil roulant moyenâgeux, assez impressionnant. Et là, ils vont être donc sur la piste du diamant maudit. Donc c'est une série de BD qui est plutôt centrée pour les 8-12 ans, mais qui peut être lue bien plus tard ou par des enfants qui lisent déjà en autonomie à 6 ou 7 ans. Elle plaît aussi à un public adulte pour ses qualités graphiques. Dans le tome 2, l'autrice a notamment travaillé sur de la 3D. Et donc, on a des images notamment de la ville de Londres qui sont assez sympas ou des paysages dans l'Empire indien, par exemple. L'autrice se déplace partout en dédicace et surtout avec un de ses chiens. Elle lui met de la peinture sur la patte et c'est lui qui fait la dédicace. Je vous garantis, les petits adorent, mais pas que les petits. Vraiment, c'est un super moment. C'est quelqu'un en plus qui est formidable, qui a l'habitude du public. Donc, elle est passionnée. Elle raconte comment elle a travaillé, le travail avec ses chiens. Tout ce que les chiens font dans les BD. Par exemple, il y a une scène de skate dans le tome 1. Ils sont capables de le faire en vrai. Et elle leur a vraiment donné le caractère qu'ils ont dans la vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très apprécié des enfants de cet âge-là.
Dans notre collection, on a donc 2 séries de polars jeunesse, dont la série du trio enquête. Donc on est dans un petit format comme ça. Le tome 5 est sorti au mois de mars et s'appelle Mystère sur les quais de Bordeaux. Donc ce sont 3 enfants. Chaque fois qu'ils se retrouvent en vacances, ils tombent sur un mystère à résoudre et ils vont essayer le plus possible de mener l'enquête sans les parents. Donc c'est le Club des 5 revisité version 19e siècle, voilà, modernisé. Chaque polar est accompagné d'un fichier de lecture qui a été conçu pour le coup par Valérie Delator, l'autrice qui a été enseignante pendant 26 ans, que certains d'entre vous doivent connaître. C'est une autrice qui a passé de nombreuses années à Bordeaux et qui vient de déménager, de s'installer en Dordogne. Et donc, dans le fichier de lecture, on trouve pour chaque chapitre des questions de compréhension, recherche de synonymes et une petite devinette. Donc, c'est un accompagnement très sympa pour les enfants qui peuvent travailler en autonomie ou pas, pour les enseignants en classe, ou je le vends beaucoup aussi aux grands-parents qui sont de babysitting pendant les vacances et ils se trouvent sympa, et ils ont raison, d'avoir une occupation ludique et intelligente pour leurs enfants loin des écrans. Le tome 4 s'appelle Mystère en Dordogne, et donc chaque fois on visite un lieu différent de l'Aquitaine. Et enfin, donc on va finir sur une petite dose d'humour. Je vous présente donc la véritable histoire de Napoléon. Donc Napoléon s'est transformé en petit pou et comme l'original, il a une grande soif de conquête. Et donc, il va passer de tête en tête, de chez Paris à Thalie, etc. Donc, l'autrice Nathalie Florentin, qui est de Gironde, elle a été enseignante aussi. Et en tant que maman, elle a été traumatisée des poux dans la tête de sa fille. Et elle s'est dit, on ne va pas rester sur un traumatisme, on va essayer d'exorciser ça avec un petit peu d'humour. Et donc, c'est la grande épopée de ce petit pou. Donc, c'est un petit roman, idéal pour les enfants qui commencent à lire. Et à la fin, donc, du livre, on a 5 questions. Donc, par exemple, la première, qui était vraiment Napoléon Bonaparte? Est-ce qu'il était vraiment court sur pattes? Pourquoi Joséphine a un sourire aussi bizarre, etc., etc. Ensuite, on a, pour les enfants vraiment très curieux, un petit tableau avec la vraie vie de Napoléon, la vie du pou, pour qu'ils s'amusent et qu'ils s'entraînent à basculer d'une époque à l'autre. Dernière précision, donc, tout mon catalogue jeunesse en dehors de la BD est écrit avec la police Open 10 pour faciliter la lecture aux enfants dyslexiques et tous les enfants laborieux. Ça ne gêne en rien les autres. On a mis ça en place de quasiment début de la collection jeunesse et on en est très content et ça pose aucun problème. Donc, on poursuit là-dessus parce qu'on est vraiment sur des âges où les difficultés augmentent et on risque de les perdre. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée.